La Chambre haute du Parlement devra réexaminer la loi organique sur la Caisse nationale de péréquation. C'est ce qu'a conclu la Cour constitutionnelle après avoir déclaré inconstitutionnelles certaines de ses dispositions clés. Joseph Kabila vient de déposer au secrétariat général de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique la contribution de la RDC, relevant ainsi les attentes. Une contribution nationale qui porte sur une période de 2021 à 2030. Vous nous renouvelez votre confiance, merci de le faire. C'est l'heure du journal. On ouvre avec la Cour constitutionnelle qui juge inconstitutionnelle à l'organique sur la Caisse nationale de péréquation dans certaines de ses dispositions. Par conséquent, elle ordonne le réexamen de cette loi au niveau du Parlement. Une décision qui, selon certains observateurs, marquerait à la fois l'indépendance et la crédibilité de la Cour. Elle avait été finalement adoptée dimanche 14 juin 2015. Cette loi a pour but de corriger le déséquilibre de développement entre les provinces et les entités territoriales décentralisées. La loi sur la Caisse nationale de péréquation a été prévue par la Constitution au regard du déséquilibre naturel de potentialités que regorge chacune des provinces. Pour assurer un développement harmonieux de toutes les provinces, il a paru nécessaire qu'il y ait un montant qui soit redistribué aux provinces défavorisées, dont le fonds pour le fonctionnement doit prévenir des 10% des recettes à caractère national. Contrairement à l'Assemblée nationale, qui avait confié la tutelle de cette caisse au ministère de la décentralisation, le Sénat l'a confié au gouvernement. Pour la Chambre haute, étant donné que la matière est transversale, la tutelle incombe au Premier ministre. Les amendements apportés par la Chambre haute du Parlement avaient essentiellement apporté à l'équilibre des budgets des provinces par une quotité qui viendrait de la Caisse nationale de péréquation financée par le pouvoir central dans son budget de développement. Après son adoption au Sénat, il y a seulement quelques mois, la Cour constitutionnelle qui vient en remplacement de la Cour suprême de justice la juge inconstitutionnelle spécialement en ses articles clés et ordonne qu'elle soit réexaminée. Une décision bien accueillie par certains observateurs et qui tombe au moment où d'autres mettent en cause l'indépendance de cette Cour. À la primature, le chef du gouvernement s'est entretenu avec la représentante de l'UNFPA, cette organisation des Nations Unies qui s'occupe de la population, représentée par Diena Keita, a, au cours de cet entretien, parlé de l'agenda du développement de la RDC, surtout en matière de la population. Vous allez bien? Très bien, merci. Je viens d'avoir le privilège d'être reçu par son Excellence Monsieur le Premier ministre et nous avons parlé de l'agenda du développement de la RDC en matière de population. Alors nous avons parlé de la session du conseil d'administration du Fonds des Nations Unies pour la population qui va se tenir à la fin du mois à New York. Au cours de quel conseil d'administration il y aura une session spéciale sur la RDC, sur les succès et les acquis du développement de la RDC et également les défis qu'il lui reste à affronter afin réellement de parvenir au développement humain durable. Aujourd'hui, c'est le 19 août. Et vous connaissez l'historique de cela, c'est après l'attaque qui a eu lieu à nos bureaux en Irak il y a bien longtemps et on a perdu beaucoup de nos collègues. L'apport de l'UNFPA à cela rentre exactement dans le contexte actuel d'une RDC qui a réussi sa stabilisation macroéconomique et qui doit maintenant travailler sur la transformation économique et sociale afin de bénéficier du dividende démographique. Nous, l'UNFPA, dans notre composante humanitaire, nous travaillons sous le cluster protection et dans le cluster santé avec les autres collègues du système des Nations Unies pour porter assistance aux femmes, aux enfants, aux jeunes et adolescents pour les questions de violence et des questions basées, comme on appelle, sur l'amélioration des conditions de vie des populations. En outre, Matata Ponyo a inspecté ce même mercredi les travaux de construction du bateau Ambegungu au Chani Metal. Sur les lieux, 4 barges sont en construction, 3 pour passagers et 1 pour marchandises d'une capacité de 400 tonnes. Dans l'ensemble, les travaux ont atteint le niveau de finition, ce qui est un motif de satisfaction pour le Premier ministre qui tient à son inauguration d'ici octobre prochain. Nous sommes à Kinshasa, dans sa partie ouest, en pleine commune d'Ngalima. Ici se trouvent les chantiers navals Chani Metal.
On y voit échanger Kimbembe Mazunga et Justin Kalumba, respectivement directeur général de la SCTP et ministre des Transports. Leur présence en ces lieux se justifie. Voilà qu'arrive Matata Pogno, l'homme au suivi systématique veut se rendre compte de l'évolution des travaux de construction du bateau Mbengungu. Voilà un qui est dans mon église. Débute alors l'inspection du navire. D'accord, oui. Il y a encore 4 barges en construction. Ça c'est neuf. C'est neuf. Il faut noter, monsieur le DG, ces barges, pour passagers, une fois construites, pourront contenir jusqu'à 420 personnes. On ne navigue pas dans les rivières de première, deuxième catégorie où le terrain d'eau est faible. Et Gungu peut aller jusque dans les rivières de deuxième catégorie. Et ça, c'est ce que la population attend. Les travaux qui s'effectuent ici sont presque finis. Et c'est en dépit des difficultés liées au paiement. Les assurances sont données, les échéances seront respectées. Le gouvernement, sous le leadership du chef de l'État, continue à exécuter les projets de rénovation des unités flottantes, de manière à ce que le programme lui-même, qui a commencé par Kokolo et qui se poursuit aujourd'hui avec Gungu, n'arrête pas, qu'il se poursuive encore davantage par rapport à ce que nous avons qualifié il y a peu le programme Esprit de vie sur l'eau. À ces jours, les ouvriers travaillent sur la superstructure, tandis que la coque est déjà finie. Après ITB Kokolo, la population congolaise pourrait voir flotter Mbengungu d'ici octobre de cette année. Le Premier ministre y tient. Mordicus. Parlons à présent de la clôture du 35e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC à Gaborone, Botswana, sous le thème « Accélération de l'industrialisation des économies par le biais de la transformation des ressources naturelles et l'amélioration du capital humain ». Dans le communiqué final, le sommet a salué les efforts dans le sens de la paix et de la stabilité à Madagascar ainsi qu'en RDC. Les travaux du 35e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe s'inscrivaient dans la ligne de l'industrialisation tout en mettant un accent sur les ressources naturelles et l'amélioration des compétences locales. Dans le communiqué final, le sommet a noté la mise en œuvre de la stratégie et la feuille de route de l'industrialisation pour la période 2015-2063. Le volet sécuritaire a été également à l'ordre du jour. Et le sommet a salué les avancées sur le plan sécuritaire et politique en RDC, à Madagascar, ainsi qu'au Lesotho. Et concernant la République démocratique du Congo, dont le chef de l'État Joseph Kabila s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda, la SADC a noté et salué le renforcement de capacités opérationnelles des FRDC et le besoin de soutenir la réduction graduelle de troupes de la MONUSCO. Le sommet a également exhorté la communauté internationale de soutenir l'administration des camps de transit dans la RDC et de faciliter le rapatriement au Rwanda des ex-combattants déjà désarmés ou la réinsertion dans un tiers pays. Le sommet a félicité le gouvernement de la RDC pour son engagement de mettre en œuvre la déclaration de Nairobi. Face au danger du terrorisme, le sommet de Gaborone a noté que la région a besoin d'une approche commune afin de prévenir ces actes tout en approuvant la stratégie régionale. Le 36e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la SADC se tiendra en août 2016 au Swaziland. Le Botswana, qui vient de prendre la présidence de l'organisation sous-régionale, passera ainsi le bâton au royaume de Ntswati III. Environnement dans ce journal, le chef de l'État vient de déposer au secrétariat général de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique la contribution prévue déterminer la RDC, relevant ainsi les attentes du pays à la COP 21 à Paris. Une contribution nationale qui porte sur une période de 2021 à 2030 et qui couvre deux aspects complémentaires du changement climatique, notamment l'adaptation et l'atténuation. Mais c'est quoi juste le contenu de cette contribution de la RDC? L'élément de réponse dans ce reportage.
Annoncé pour le 15 août pendant qu'il recevait en juillet dernier le vice-président de la Commission européenne à Kinshasa, Joseph Kabila vient de déposer la contribution nationale prévue déterminée de la République démocratique du Congo à la 21e conférence sur le climat. Une contribution très ambitieuse dont l'effort mondial d'atténuation est conditionné par l'accompagnement de la vision de développement vers l'émergence du pays à l'horizon 2030. Elle s'articule autour de deux aspects complémentaires de changement climatique, à savoir l'atténuation et l'adaptation. Concernant l'atténuation, la RDC se dit prête à réduire d'ici 2030 17% de ses émissions de gaz à effet de serre, représentant environ 77 millions de tonnes équivalent COD. Mais à cela se pose un préalable. La RDC a besoin d'un financement d'environ 21 milliards de dollars américains, dont 12 pour mettre en œuvre les initiatives d'atténuation prévues et 9 pour les mesures d'adaptation. Dans ce plan, 3 secteurs ont été estimés plus importants, à savoir l'agriculture, les forêts et l'énergie. Les initiatives portent notamment sur le renforcement du stock carbone, l'amélioration de la filière bois-énergie, l'hydroélectrification, l'amélioration du transport, la sédentarisation agricole, le développement de l'agriculture intensive et l'agro-industrie. Donc visiblement, la RDC est fort déterminée à transformer son immense richesse floristique en un vrai moteur de développement. Et en effet, le plan est donné, mais tout devrait se définir d'ici décembre lors de la déterminante conférence sur le climat à Paris. Et que des partis politiques, plus de 400 jeunes adhèrent au PPRD. La cérémonie a eu lieu ce mercredi au siège du parti venu de la municipalité de Ngaliema. Tous se sont fait photographier pour des nouvelles cartes qui leur ont été livrées à l'immédiat. Pour ces jeunes, l'heure n'est plus à la passivité et adhérer à ce parti est une manière de soutenir la vision du chef de l'État. Et en plus de ces jeunes, une délégation des membres de ce parti résidant en Angola est venue auprès pour s'acquérir des nouvelles cartes du PPRD. Ils sont plus d'une centaine à franchir les barrières du siège du PPRD à Kinshasa. Ces jeunes viennent d'adhérer à une vision, une idéologie qu'incarne Joseph Kabila Kabange. On a été ensemble avec les CG Henri Mouvassa Kanissé qui nous avait donné comme projet. Ça m'avait vraiment intéressé. C'est pourquoi je m'étais dit, le moment est là. Nous qui sommes jeunes, c'est le moment de chercher, de trouver un parti. Le parti que moi j'ai trouvé, c'est le PPRD. Pour cela, ils se font photographier sans distinction, comme les anciens membres, pour marquer leur fidélité à ce parti. Je suis venu assurer ma filiation politique. Je suis venu m'identifier comme membre à part entière de mon parti, le PPRD. C'est là qu'il y en est le témoignage, n'est-ce pas? Et afin que d'aucun ne l'ignore, j'exhibe ma carte. Monsieur le directeur, par rapport à l'initiative, un petit mot. Une nouvelle carte plus solide qui permettra au parti d'avoir une banque de données et qui pourrait porter appui à l'identification de la population. Nous avons voulu sortir des cartes qui ont une valeur professionnelle. Parce qu'avec ces cartes-là, directement le membre est identifié dans la machine. Et nous pouvons savoir combien de membres nous avons à Kinshasa, combien de membres nous avons à Kassongo, combien de membres... En plus de ces 400 nouveaux membres, une délégation d'anciens membres venus d'Angola a effectué la même démarche. On passe au sport. Jeux africains à plus ou moins 2 semaines du démarrage de cette compétition à Brazzaville. Les léopards handball dames de l'RDC retrouvent le sélectionneur national Célestin Pouat, qui a d'ailleurs supervisé la séance d'entraînement ce mercredi au terrain annexe du stade des Martyrs. Préparation physiquement mais pas très convaincante. En peu de temps pour le sélectionneur qui compte bien y travailler. Revenu il y a peu à Kinshasa pour superviser la préparation des léopards handball dames de la RDC en prévision des Jeux africains, les sélectionneurs principaux Célestin Pouat retrouvent ses athlètes physiquement pas en bonne condition. J'ai retrouvé l'équipe, le groupe local à un niveau où bon, ça sort du championnat, mais physiquement les athlètes ne sont pas en bonne condition. Vous savez que le handball moderne, le handball actuel, c'est la vitesse, c'est la force, c'est la motricité. Pour les mettre à niveau, en prévision des Jeux africains, un travail spécifique s'impose. Il fallait passer ces jours-ci avec le travail physique spécifique, parce que
La musculation, c'est beau en salle, mais le travail spécifique sur le terrain d'handball, c'est beaucoup plus rentable. On est en train d'amorcer un travail beaucoup plus technico-tactique, avec l'arrivée peut-être du groupe de la diaspora. On verra bien ce qu'on peut faire. À Brazzaville, Célestin Poix va retrouver les siens. Il a l'objectif, en tant que sélectionneur de la République démocratique du Congo, de jouer les premiers rôles d'abord en phase des groupes. On est là pour jouer les premiers rôles. Notre premier objectif, c'est être premier de notre poule et envisager les quarts de finale, tout en sachant que on ne peut pas être vice-champion d'Afrique et sortir des Jeux africains sans médaille. Voilà notre objectif. Merci coach. C'est à moi de vous remercier. Cela passe notamment par la jonction avec les internationaux attendus à Kinshasa le plus tôt que possible pour la mise en place d'une équipe capable de se créer des automatismes. En page noire, la classe politique congolaise, aux côtés de la famille Lumano, a rendu les derniers hommages à Silvano Michoni Tchamanga, père de Véronique Lumano, décédé il y a quelques jours à Kinshasa. Pendant ce moment de douleur, quelques personnalités politiques du pays ont pris part aux obsèques pour compatir à la douleur de cette famille. Depuis l'église, chacun a déposé sa gerbe de fleurs devant la dépouille de l'illustre disparu. La douleur était perceptible sur le visage. Ce jour d'adieu à Silvano Michoni Tchamanga. Devant la famille, amis et connaissances, gerbes de fleurs et hommages sont sans répit pour l'homme que l'on appelait fièrement Papa Silvano, celui en qui toute cette famille s'identifiait par les valeurs qu'il incarnait. Homme de paix, homme de parole et surtout dont la probité morale restait l'un des souvenirs ineffaçables. Les témoignages étaient sans équivoque pour exprimer le regret. En effet, nous manquons d'arguments pour traduire la grandeur de cet homme que nous pleurons aujourd'hui. Aux côtés de la famille Lumano, plusieurs personnalités politiques étaient venues compatir avant que le cortège funèbre achemine la dépouille de Silvano Michoni au cimetière entre ciel et terre, où les derniers hommages lui ont été rendus. C'est sa dernière demeure. Ainsi, sur fond de pleurs, toute la famille Lumano dit adieu à Silvano Michoni Tchamanga. Autre page noire avant de nous quitter, nous venons de l'apprendre, l'honorable brazzavilloise Claudia Sassou Nguesso vient de perdre son unique petite sœur, décédée tragiquement dans la soirée de ce mercredi d'un arrêt cardiaque aux cliniques Ngalema, ici à Kinshasa. Et Télé 50 présente ses condoléances à la famille éprouvée. C'est par ici que nous mettons fin à ce journal, vous l'avez suivi avec attention, merci de l'avoir fait, restez branchés sur nos antennes.